Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce samedi. Le Monaco Energy Boat referme ses portes aujourd'hui. Pas moins de 40 équipes y ont participé, représentant 20 pays. Vous découvrirez les innovations technologiques maritimes au cœur de cette édition. Cet été, les expositions fleurissent un peu partout à Monaco. Hier, vous avez découvert Couleur au Grimaldi Forum. Aujourd'hui, ce sera Cactus à la Villa Sauber. Une plongée dans l'univers de la botanique avec les œuvres de plusieurs artistes dont nous parlera le directeur du Musée national de Monaco, Björn Dahlström, en duplex avec nous. Nous passerons également à la galerie Hauser in Wirth où une autre exposition exceptionnelle est proposée en parallèle, une série de photos de la célèbre artiste Annie Leibovitch. Si vous êtes déjà en vacances, arrivez-vous vraiment à déconnecter du travail? D'après une récente étude, près d'un salarié sur deux n'y parvient pas complètement pendant ses congés et ce n'est pas sans danger, comme nous l'expliquera le neuropsychologue Francis Eustache qui sera notre deuxième invité dans une quinzaine de minutes. Enfin, si vous n'arrivez pas à déconnecter, que diriez-vous d'une bonne partie de pétanque? Elle sent bon la Provence, mais c'est beaucoup plus loin que nous vous emmènerons commencer la partie à New York, dans le quartier de Brooklyn. Ce sera la chronique US de ce samedi. C'était la dernière journée du Monaco Energy Boat Challenge aujourd'hui. L'événement a rassemblé plus de 1000 étudiants de l'industrie du yachting pour démontrer les dernières innovations et technologies durables sur lesquelles ils ont travaillé tout au long de leur formation. Retour sur cette édition 2025 marquée cette année par une nouveauté, l'intégration de l'intelligence artificielle. Gaëtan Lebrun et Alexandra Marangoni. Elles sont 42 équipes venues de 20 pays différents à avoir relevé le défi ce matin pour l'épreuve du slalom. L'objectif, concevoir des bateaux à propulsion propre, 100% énergie renouvelable, pour éviter l'émission de CO2, mais capable aussi de briller en compétition. Le but de cette épreuve, c'est vraiment de contrôler, de prioriser la manœuvrabilité des bateaux et aussi sur une distance courte, donc sur une accélération. Sur tout au long de la semaine, il y a plusieurs courses. Il y a une course d'endurance, une course de slalom, une course de championship en 1v1 pour un classement. Et en fait, c'est différentes courses qui ont pour objectif de valoriser des caractéristiques différentes du bateau. Donc aujourd'hui, on va plutôt caractériser l'accélération et la manœuvrabilité. Donc on voit certaines équipes qui ont des moteurs qui sont plus puissants que d'autres, certaines équipes qui ont plus travaillé sur l'efficience des hélices qu'ils ont sur les bateaux et donc qui seront avantagées pour cette course, à contrario de d'autres équipes qui ont fait le choix de plutôt avoir des moteurs qui ont des basses puissances et donc qui sont plus efficients énergétiquement et donc qui ont été avantagés hier sur les courses d'endurance. Une édition record pour le Monaco Energy Boat Challenge qui, pour la première fois cette année, a intégré l'intelligence artificielle dans sa recherche d'innovation pour assurer l'avenir du yachting. Bien sûr, l'intelligence artificielle, comme dans tous les domaines, c'est une aide, c'est un outil. Et on voit que ça aide beaucoup, ça a aidé dans la conception des bateaux déjà, et puis ça aide dans la navigation. Et on peut être assuré qu'aujourd'hui, les bateaux sont optimisés, ils sont sérieux. Et bien sûr, on travaille avec du solaire, toutes les industries, toutes les sources d'énergie nouvelles, qui sont le solaire, l'électrique, l'hydrogène, d'autres choses qui vont arriver. Et on a vraiment un panorama de ce que pourra être le yachting du futur. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont les futurs standards du nautisme. Ces jeunes équipes contribuent à inventer le bateau de demain, silencieux, propre et performant. Vous avez découvert hier en avant-première les images de l'exposition Couleur, les chefs-d'œuvre du Centre Pompidou, qui ouvrira ses portes mardi au Grimaldi Forum. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une autre exposition d'été, Cactus à la Villa Sauber, une sélection d'œuvres de plusieurs artistes qui mettent à l'honneur cette plante si spéciale. Gaëtan Lebrun et Julien Laugier vous en dévoilent les premières images. Avec ces cactus qui dégoulinent comme des serpents. Le nouveau musée national de Monaco propose une plongée inédite dans l'univers fascinant des plantes grasses. L'exposition, sobrement intitulée Cactus, réunit une centaine d'œuvres mêlant art, design, cinéma et botanique, avec au cœur de cette présentation une plante que l'on croyait familière, mais qui révèle ici toute sa richesse esthétique et symbolique. Le cactus, il est intéressant parce qu'il est très important dans les paysages de la Méditerranée, ici à Monaco et partout ailleurs. C'est une famille assez emblématique. On a perdu un peu aujourd'hui ce regard sur le vivant, cette capacité à le nommer, à le caractériser. Le cactus fait partie de ces plantes que dès les plus jeunes âges, on va pouvoir identifier, nommer.
Mais on voit aussi qu'à travers l'histoire naturelle et à travers l'art, c'est aussi une plante qui a beaucoup de choses à nous dire sur la période que l'on traverse. Beaucoup de questions traversent finalement cette figure du cactus qui résiste, qui a des adaptations extraordinaires pour économiser l'eau, pour résister à la chaleur. Donc c'était une plante en quelque sorte idéale pour évoquer et en tout cas contextualiser ce regard sur le vivant à l'époque contemporaine. Fruit d'une collaboration avec le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech, cette exposition explore aussi les liens entre nature et création artistique. L'exposition est née à Marrakech. J'allais dire, on a presque, avec Marc Janson, planté une graine au Maroc. Et à Monaco, elle prend toute son ampleur. J'allais dire, elle a fleuri. Au fond, Monaco était la terre d'élection pour une exposition sur les cactus, puisqu'évidemment tout le monde a en tête le merveilleux jardin exotique qui a été, dans l'entre-deux-guerres, un endroit de réalisation de ce rêve, de rassembler des cactus. Et au fond, c'est une sorte d'exposition de cactus, le jardin exotique. Donc là, c'est une sorte de contrepoint, une espèce de rapport, j'ai tenté de dire, dialectique, entre le jardin de Monaco et, évidemment, le regard artistique sur cette forme extraordinaire qui est un cactus. Une exposition à découvrir jusqu'au 11 janvier 2026 dans les jardins et les salles de la Villa Sauber. Après la visite des journalistes hier, c'était l'heure de l'inauguration ce matin. Parmi les personnalités présentes figurait notamment la princesse de Hanovre, sa fille Alexandra de Hanovre, aux côtés des commissaires de l'exposition ou encore du directeur du nouveau musée national de Monaco. Et justement, pour aller plus loin sur la philosophie de cette exposition, nous sommes en ligne avec lui. Bonsoir Björn Dahlström. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous sur Monaco Info pour nous parler de cette nouvelle exposition Cactus. Elle nous vient du musée Yves Saint-Laurent Marrakech qu'il avait proposé chez lui l'année dernière. Comment est-elle arrivée jusqu'à Monaco ? Eh bien écoutez, j'ai personnellement une histoire importante avec le Maroc et avec le musée Yves Saint-Laurent que j'ai dirigé il y a quelques années. Et j'étais présent lorsque les premières idées sont venues autour de cette exposition. Et lorsque le président de la Fondation Jardin Majorelle, Madison Cox, m'a proposé l'itinérance de cette exposition, je l'ai bien volontiers accepté. Et tout en voulant lui donner une coloration très propre à la Riviera et au contexte botanique qui est le nôtre, c'est-à-dire une zone d'acclimatation tout à fait exceptionnelle pour les collections de cactés. Donc voilà, il s'agit d'une exposition de dialogue entre science et art, entre botanique et toute forme d'art. Et c'est en l'accueillant ici qu'on a décidé de l'augmenter avec la même équipe de commissaires, Marc Janson, qui est botaniste, conservateur au Muséum d'histoire naturelle à Paris, avec Laurent Lebon, qui était déjà de l'aventure à l'époque, qui est aujourd'hui président du Centre Pompidou à Paris, et la scénographe Yasmine Ossebi, qui avait déjà œuvré à Marrakech, mais encore une fois, d'accueillir le concept, mais de lui donner, de l'augmenter, puisque les espaces ici à la Villa Sauber nous le permettent, et d'inviter beaucoup plus d'artistes, de travailler avec des collections botaniques différentes, et encore une fois, qui résonneraient avec la Côte d'Azur. Et notamment avec Monaco, puisque le jardin exotique a été un partenaire essentiel au projet. Il nous a permis d'installer dans le jardin de la Villa Sauber des grands sujets botaniques de cactus tout à fait extraordinaires, de mettre en place des installations d'artistes à l'intérieur de l'espace, et de passer commande à certains d'artistes dans le jardin et à l'intérieur du musée. À la Villa Sauber, nous allons donc trouver environ 200 œuvres réalisées par plusieurs artistes. Et pour cette exhibition, une commande particulière a été passée à deux artistes que sont Ghada Amer et Philippe Chancel. Oui, alors Ghada Amer est une artiste très importante, égyptienne, basée à New York et qui est diplômée de la Villa Arson à Nice. Donc elle connaît extrêmement bien la région et elle a répondu à notre invitation avec enthousiasme. Et elle a créé dans les parterres de la Villa Sauber, une installation très graphique, des tapis de cactus très picturaux, composés de 4000 cactus qui répondent à une première installation qu'elle avait réalisée en Touraine il y a quelques années. Donc elle s'est prêtée au jeu et le résultat est tout à fait spectaculaire. Et Philippe Chancel, lui, est un artiste photographe qu'on a invité à photographier d'une part le jardin exotique, mais également tous les jardins et le contexte, encore une fois, botanique, très spécifique à la géologie de la Côte d'Azur et de la Riviera. Donc il a produit des images à Èze, en Italie, chez Cactus Mania, même ce grand marchand de cactus
cactus qui se trouve à la frontière italienne et avec des propositions tout à fait extraordinaires et un corpus d'images exceptionnel qui est présenté ici au musée. Le cactus est une plante associée au désert, à l'aridité, à la survie même. Sa nature n'inspire pas l'art et pourtant c'est une plante au potentiel artistique impressionnant. C'est ça le message de l'exposition ? Alors c'est une plante résiliente, c'est une plante tout à fait d'actualité parce qu'on parle d'aridité et quand on repense les jardins aujourd'hui et beaucoup de paysagistes l'envisagent aujourd'hui sur la Côte d'Azur parce qu'elle est assez peu exigeante en eau. On a même au sein du comité scientifique du musée un paysagiste qui est spécialiste de l'aridité, qui est un grand spécialiste de ces sujets botaniques. Alors votre question est double. Je considère, et c'est ce que dit l'exposition, que le cactus est quand même un sujet d'inspiration tout à fait essentiel pour les artistes, et on le voit, puisque c'est le sujet central de bon nombre d'œuvres qui sont présentées dans l'exposition, à la fois parce qu'ils représentent les cactus, ou alors parce qu'ils, pour des raisons liées à certaines vertus psychotropes de certains d'entre eux, ont inspiré les artistes, ou même de leur composition, la façon dont ils se développent. Je pense à une œuvre d'Alain Fleischer qui est présentée dans l'exposition, une vidéo qui reprend le mode de développement d'un cactus, mais qui l'applique à des objets du quotidien comme un fauteuil ou autre. Donc c'est étonnamment, et je pense que si cette exposition a existé d'une part à Marrakech et si elle continue d'itinérer, c'est justement parce qu'elle est source d'inspiration tout à fait exceptionnelle et que même si on présente 200 œuvres, on aurait pu encore en rajouter des dizaines, voire des centaines, tant il est vrai que depuis Constantin Brancusi jusqu'à Wolfgang Tielemans aujourd'hui, eh bien c'est un sujet vraiment passionnant et qui passionne les artistes. Et oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que le cactus est aussi un symbole, une métaphore, un lien avec des problématiques contemporaines en fait. Oui, et c'est aussi pour ça qu'on en parle, à la fois l'infestation de ce qu'on appelle vulgairement le figuier de Barbarie, qui est complètement, dont des champs entiers sont détruits par la cochenille, justement lié aussi à des questions climatiques, comment on réintroduit, on substitue ces cactus à d'autres formes d'autres typologies de végétaux qui sont plus endémiques de certaines régions, justement parce qu'ils ont cette résistance. Et l'exposition, de manière subtile, tout à fait artistique, évoque justement ces questions de bouleversement climatique. L'Expo Cactus est donc à retrouver à partir de ce dimanche 6 juillet à la Villa Saubert. Et au programme, on peut également noter la projection nocturne de L'homme qui tue à Liberty Valence de John Ford le 24 juillet à 19h. Et de l'autre côté de la Principauté, à la Villa Paloma, cette fois, l'exposition Les Années Folles de Coco Chanel. J'ai rien oublié ? Oui, avec la projection aussi quelques jours plus tard de l'année dernière à Marienbad, un film merveilleux de la nouvelle vague d'Alain Resnais, où les modèles féminins, et notamment Delphine Seyrig, qui est le personnage central du film, est habillée en Chanel. Merci beaucoup Björn Dahlström d'avoir répondu à nos questions sur ce riche programme du NMNM cet été. Merci à vous et bonne soirée Théo. Encore une exposition présentée cette fois à la galerie Hauser & Wirth au One Monte Carlo. Elle s'intitule Stream of Consciousness et rassemble une série de photos de la célèbre artiste américaine Annie Leibovitz, qui est également membre de l'Académie des Beaux-Arts. Les détails d'Émilie Rousseau sur des images de Julien Laugier. Elle a immortalisé les plus grands artistes et politiques, a fait ses débuts aux côtés des Rolling Stones avant de travailler pour Vogue ou Vanity Fair. Annie Leibovitz est une figure incontournable de la photographie contemporaine. Pour la première fois, elle dévoile à Monaco une partie de son univers, des portraits de célébrités, des paysages saisissants ou des scènes de vie. Nous ici, on a choisi en fait d'exposer au One Monte Carlo, dans la galerie Hauser & Wirth, les derniers 20 années en fait de sa carrière. C'est des séries très intéressantes, peut-être moins connues de Annie Leibovitz. C'est des séries qui en fait qu'on a organisées pas de manière chronologique ni avec des constraints en fait de thématiques, mais c'est plutôt vraiment des associations assez libres, poétiques, émotionnelles. Chaque image, qu'il s'agisse d'un portrait de Billie Eilish ou d'un paysage de la maison de la peintre Georgia O'Keeffe, résonne avec une émotion universelle. Dans cette exposition, Annie Leibovitz se livre et lève également le voile sur sa démarche créative. Elle nous donne vraiment accès, elle dit je vous laisse rentrer dans ma tête, dans mes pensées, pour montrer en fait les processus créatifs de Annie Leibovitz, que c'est quand même un grand privilège de pouvoir effectivement comprendre comment elle réfléchit. En fait, quand elle est invitée, soit publier un livre, soit pour une rétrospective dans un musée, dans une institution. Donc elle se pose en face des murs, elle commence à mettre ensemble en fait toutes les photos qu'elle aimerait bien peut-être inclure dans cette
sélection. Et après, elle commence vraiment à la curater, la sélection, à choisir, à éliminer, à sélectionner. Et on voit vraiment tous les processus créatifs qui est derrière les grandes publications d'Heini Leibovitz ou les grandes expositions. Heini Leibovitz, récemment intronisée à l'Académie des Beaux-Arts à Paris, continue de repousser les limites de la photographie. Son travail, à la croisée de l'intime et du monumental, nous invite à une réflexion profonde sur le monde qui nous entoure. Son exposition est à découvrir jusqu'au 27 septembre à la galerie Hauser & Wirth. Cette information à propos de l'Académie de la mer, vous savez qu'elle propose actuellement sa deuxième session d'été de formation et c'est à cette occasion qu'un invité spécial a été reçu hier, le vice-ministre de la Défense de l'Albanie. Un moment d'échange qui a permis de mettre en avant les bonnes relations développées avec ce pays qui s'est associé aux démarches et aux valeurs de l'Académie. Coup de projecteur à présent sur les ventes aux enchères de prestige organisées ce week-end à Monaco par l'hôtel des ventes de Monte-Carlo. Bijoux étincelants, sacs iconiques, montres rares et œuvres d'art moderne seront proposés à la vente durant plusieurs jours. Christine Dapetit et Julien Logier sont allés découvrir tout ça. Regardez. Durant 3 jours, l'hôtel des ventes de Monte-Carlo présente des pièces d'exception, soigneusement sélectionnées pour séduire collectionneurs et amateurs de luxe. La vente de maroquinerie qui s'est tenue ce samedi a donné le ton. Près de 200 lots, dont 70 sacs Hermès, ont été très attendus. Des pièces rares, parfaitement conservées. Côté horlogerie, rendez-vous le 8 juillet avec des modèles très recherchés, classiques ou contemporains, qui devraient attirer de nombreux connaisseurs. Mais avant cela, ce sont les bijoux qui ouvriront le bal les 6 et 7 juillet prochains à 15h. Des créations éclatantes au raffinement absolu. C'est surtout des collections privées qui ont été faites pendant des années et qui sont maintenant sur le marché. Donc c'est très intéressant de voir le goût des gens au fil des années. Ce sont de très belles collections. La majorité des bijoux sont signés. Enfin, la vente d'art moderne clôturera ses enchères le 9 juillet. Parmi les œuvres présentées, une tapisserie rarissime signée Jean Cocteau intitulée Méditerranée. 3 jours de vente placés sous le signe du luxe et de l'émotion donc. Rendez-vous à l'hôtel des ventes de Monte-Carlo, quai Antoine Ier, pour lever la main ou simplement rêver. Le carnaval Ucciaratu a fait son grand retour hier soir sur le Rocher. C'est le rendez-vous incontournable du début de l'été qui rassemble petits et grands déguisés autour d'animations qui portaient cette année sur le thème des États-Unis puisque c'était le 4 juillet, jour de l'indépendance américaine. Gaëtan Lebrun et Thomas Deus s'en préparent à la fête. Organisé par le service animation de la ville, le carnaval de Monaco est devenu un rendez-vous incontournable de l'été. L'objectif, rassembler toutes les générations autour d'un moment festif au cœur du patrimoine princier. Le service a essayé vraiment, vu que nous sommes partis sur le principe de le faire tous les premiers vendredis des premiers mois de juillet. Donc c'est tombé sur un 4 juillet, donc habituellement nous le faisons au marché. Donc là l'idée c'était vraiment d'orienter, donc nous tombons sur l'Independence Day, donc de faire un événement sur le thème américain. C'est toujours une rencontre intergénérationnelle, non seulement pour les Monégasques, les résidents, mais également les autres communautés. Donc ce soir les Américains, mais les autres sont les bienvenus et donc de passer un bon moment entre enfants et adultes et se divertir. Sous un ciel d'été, familles, enfants et visiteurs se sont réunis pour célébrer un moment de partage et de joie. Au programme, ateliers maquillage, bulles géantes, spectacles de rue et bien sûr l'incontournable défilé de chars. Une soirée de fête qui symbolise le début de l'été pour la principauté. C'est très important parce que donc, le bac, on a eu les résultats aujourd'hui, donc les moins jeunes et les jeunes ont besoin de s'amuser. Donc en effet, on commence toujours, la chaleur est arrivée depuis quelques temps par le Charatu. Et ensuite, on essaye donc de proposer sur le port, on va faire l'inauguration de notre animation estivale. Et il y aura également des propositions toujours au Square Gasto, les feux d'artifice. Mais je vous invite, comme on l'avait présenté, à aller sur le site de la mairie pour retrouver le détail des programmations. Une 11e édition réussie sous le signe de la convivialité et de la magie. Le Rocher, le temps d'une soirée, s'est transformé en un carnaval inoubliable.
Un mot de tennis avec le tournoi de Wimbledon qui bat son plein. Le monégasque Hugo Nys a remporté cet après-midi son match de double en duo avec le français Édouard Roger Vasselin en 2-7, 6-4, 6-4 face aux Allemands Marc Waldner et Jacob Schnetter. Toujours en sport, le jumping s'achève ce soir en principauté. Vous avez découvert dans notre JT d'hier le métier de groom, les petites mains des cavaliers. Nous vous proposons aujourd'hui un nouvel épisode consacré à d'autres petites mains du jumping. Sur un tel événement, il y en a plein sans lesquels rien ne serait pareil. Marie Bonnet-Blanc et Alexandra Marangoni. Ils sont partout, sur la piste, dans les tribunes, le talkie-walkie à la main, ils sont ici pour surveiller et veiller au bon déroulement de cette compétition. Il faut être très attentif, réactif aux moindres petits détails, parce que chaque détail est vraiment important pour le cavalier et pour le résultat. Donc il faut faire attention, il y a notre équipe aussi qui est là pour ramasser tout ce qui est crottin pour que la piste reste propre. Ils font aussi au niveau des abords, des obstacles, ils remettent la terre. Après pareil, voir si la barre, quand une barre est touchée, qu'elle soit pas une barre comme ça qui est en plein milieu, il faut vite la remettre pour pas que le cheval repasse dessus. Voilà, il y a beaucoup de petits détails, il y a un petit drapeau qui se casse, il faut que chaque cavalier qui passe ait les mêmes conditions que le cavalier d'après ou d'avant. Un métier qui reste dans l'ombre, dont on parle très peu, et pourtant une grande partie de l'organisation repose sur ces personnes. C'est ce que les gens ne voient pas, mais c'est ce qui fait que l'événement fonctionne. C'est toutes ces petites mains. Nous, on organise le jumping des mois et des mois à l'avance en interne. Et ensuite, une fois sur place, chaque personne, chaque société, chaque entité va faire son travail. C'est-à-dire que nous, on doit faire en sorte que toutes les installations soient à disposition. Et après, chacun sait ce qu'il doit faire. On n'a même pas à intervenir. Le sol, on donne le timing. Ils savent très bien quand est-ce qu'ils doivent intervenir. Les gars des obstacles, c'est la même chose. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Entre les bénévoles, les organisateurs ou encore les prestataires, c'est environ 200 personnes qui travaillent sur le jumping durant ces quelques jours à Monaco. Elles nous font rêver elles aussi, les grandes vacances d'été sont bel et bien lancées. Que l'on soit juillettiste ou haussien, la pause estivale est toujours très attendue. Et pour qu'elle soit la plus bénéfique possible, il est indispensable de mettre son cerveau au repos. Ce qui n'est pas toujours évident, comme l'a expliqué le chercheur en neuropsychologie Francis Eustache à Patricia Navarro. Écoutez. Bonsoir Francis Eustache. Bonsoir. Nous sommes à l'aube de cette période de grandes vacances propice pour débrancher complètement ou pas, vous allez nous le dire. Débrancher au moins un petit peu. Après, ça dépend du travail qu'on fait, ça dépend des contraintes, mais en tout cas, débrancher un petit peu, au moins. Et la pause pour les estivants, elle va être physique, bien sûr, mais elle devrait surtout être mentale, selon vous? Oui, je pense qu'aujourd'hui, elle doit être physique, bien entendu. Là aussi, tout dépend des contraintes, du travail que l'on fait, si c'est un travail pénible. Mais en tout cas, pour tout le monde, elle doit être mentale. Parce qu'aujourd'hui, le problème que l'on a tous, je pense, c'est le problème de l'attention. Notre attention qui est hyper sollicitée en permanence. Donc, c'est bien d'être stimulé, c'est bien d'être dans un monde vivant autour de soi et d'être sollicité. Mais notre cerveau, notre psychisme, de façon plus générale, a besoin de temps en temps de se reposer. Et en fait, c'est pas totalement du repos. C'est en cela que c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière ces périodes de relâchement, de déconnexion. Oui, parce que, Francis Eustache, est-ce que l'on peut vraiment mettre son cerveau au repos? Alors, notre cerveau, c'est un organe fascinant, vraiment fascinant. Moi, ça fait des décennies que je travaille sur le cerveau et je suis toujours émerveillé. Et notre cerveau, il se repose pas vraiment. C'est-à-dire qu'il est toujours en activité. Quand on dort, il est en activité. Et le sommeil, c'est aussi quelque chose de très important. Et puis, il y a ces moments qui sont pas du sommeil, mais qui sont pas une activité complète. C'est ce qu'on appelle les moments de repos. Et on a découvert ça de façon fortuite. Ça date d'à peu près 25 ans. C'était au tout début des années 2000. Ce sont des chercheurs en imagerie cérébrale qui ont montré, en comparant des situations différentes dites d'activation, c'est-à-dire quand on fait faire des tâches à des sujets en enregistrant l'activité du cerveau. Alors, on faisait des tâches très compliquées, soit motrices, soit cognitives, par exemple des exercices de mathématiques, et on comparait ça à des situations dites de repos, c'est-à-dire où le sujet n'avait rien à faire de particulier.
Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que le cerveau était toujours en activité, même quand il était au repos. Par contre, les régions cérébrales qui étaient sollicitées étaient différentes. Mais quelles sont les astuces ou techniques, peut-être, si elles existent, concrètes pour y parvenir? C'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple et ça dépend aussi des personnes. C'est soit on se met dans le canapé, on pense à rien de particulier, on se laisse aller dans ses pensées. Bon, il y a des personnes qui aiment bien le canapé, il y a des personnes qui aiment bien être sur la plage. Bon, attention quand même au coup de soleil. Mais aussi, ça peut être une activité, mais une activité qui va être un petit peu routinière, qui va être rythmée. Alors, ça va être typiquement marcher dans un endroit calme. Il faut pas que ce soit par exemple, les couloirs du métro, c'est pas excellent parce qu'on a toujours peur de se faire heurter par quelqu'un ou de heurter quelqu'un d'autre. Mais un endroit calme, vous voyez, un sentier de randonnée, par exemple, la forêt, le bord d'un lac, etc. Ça, c'est très bien. Mais même aussi faire des activités très simples. Par exemple, tout de suite, c'est l'été, il y a des légumes verts. Vous voyez, éplucher des légumes, des petits pois. C'est pas une préconisation, vous voyez, psychologique ou médicale, mais c'est typiquement le genre de choses, parce que c'est une activité relativement rythmée qui va vous inciter à partir dans vos pensées. Et l'état, ce qu'on appelle l'état du mode par défaut, c'est ça, c'est se laisser aller à ses pensées. Donc là, on retrouve en fait une productivité pour notre cerveau, alors que c'est un peu contraire à ce qu'on pense du repos de façon générale. Oui, donc l'environnement joue, les activités créatives sont encouragées et les grandes vacances sont souvent l'occasion de marquer de longues pauses, de plusieurs semaines. Est-ce que c'est pertinent, par exemple, de prendre 15 jours, 3 semaines de vacances, plutôt que de fractionner par des périodes plus courtes? Je pense qu'il n'y a pas de recette, là. Il n'y a pas de recette parce que il faut être en accord avec soi-même, avec les contraintes familiales, professionnelles. Mais à partir de là, il faut s'adapter. Et un peu de déconnexion, ça vaut mieux que pas de déconnexion du tout. Et si, malgré tout cela, alors ce sera ma conclusion, vous n'êtes pas magicien, mais si nous ne parvenons pas à déconnecter complètement, que risque-t-on au final, Francis Eustache? Alors, il faut rester positif dans cet échange du début de l'été. Je le conçois comme ça. Mais bon, en fait, c'est un problème qui peut être un problème grave. Parce que ce que l'on observe en neuropsychologie, c'est que dans beaucoup de pathologies neuropsychiatriques, dans un sens très large, eh bien, on voit que ce fameux réseau du mode par défaut, il est altéré dans beaucoup de situations pathologiques, que ce soit les grandes maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer, mais également dans des pathologies psychiatriques comme la dépression. Donc, en fait, il faut protéger notre cerveau et donc tout simplement, le fait de par moment ne rien faire, ça protège aussi le cerveau. Voilà, merci Francis Eustache pour ces précieux conseils et bienvenue avant que chacun ne parte en vacances cet été et puisse donc profiter au mieux de cette pause. Merci. Merci à vous. Et puisque l'on parle de vacances scolaires, cette semaine, c'est une activité qui sent bon l'été que je vous propose de redécouvrir dans la chronique US de notre correspondante. La pétanque n'est pas réservée qu'aux sudistes, elle se pratique également à New York, plus précisément dans le quartier de Brooklyn. Et c'est là qu'on vous retrouve, Alexandra Pani. On a l'impression que vous n'êtes pas si loin de nous finalement. Oui, vous êtes plutôt du genre à tirer ou à pointer. Aujourd'hui, je me trouve au Caro Club Industry City à Brooklyn qui propose aux New-Yorkais de s'initier à la pétanque. Je vous propose de venir faire une partie avec moi. Il souffle comme un air de Provence. Nous nous trouvons pourtant à New York. La pétanque, activité emblématique du sud de la France, a trouvé de nombreux fans dans la grosse pomme. Le Caro Club a vu le jour en 2020, en plein Covid, inspiré par deux amis. So Aaron's been on the board of the New York Pétanque League for about 10 years. I kind of came at it a little bit later, but I've been into games the whole time. And so we sort of took our hospitality knowledge and transferred it over to what they call bull bars. You know, they have them all over Europe. So we thought it would be way more fun to own a bull bar than a restaurant, and we were correct.
I think what I love most about the game in general is it can be as competitive or relaxed as you make it, depending on the day. And also you could play really, really good one day and then really, really bad another, but don't worry, you'll come back again, you know. I think it's easy to learn. Ici, pas de jugement, on accueille aussi bien les débutants qui découvrent la pratique de ce jeu de boules pour la première fois que les amateurs confirmés. Au Carreau Club, l'on organise même régulièrement des tournois. We do have a lot of French people here, French-speaking people, but in general, I'd say we're huge mix. We teach everybody. If you rent a court, we can give you a little tutorial. It takes about 5 minutes. We've got our own little tutorial down, and beginner's luck is a real thing. So we organize a league, which is about 6 to 8 weeks, which is every Tuesday, Wednesday, or Thursday. We are adding for this summer a doubles league on Monday as well, which will be a little bit more competitive. And then throughout the summer, we have Sunday tournaments. Mais si la compétition a son importance, le principal, comme sur tout terrain de pétanque, c'est l'atmosphère conviviale et le partage entre amis. Un pari réussi puisqu'on se croirait presque à la maison. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, vous retrouverez Marie Bonnet-Blanc pour les prévisions météo de votre dimanche. Je vous laisse sur les images de la dernière journée du Monaco Energy Boat Challenge capturées par notre photographe Manuel Vitali. Et je vous dis à demain, 18h30 pour votre journal dominical. Excellente soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, on se retrouve pour faire le point sur le temps de demain qui devrait se gâter avec des risques d'orage dans la matinée. Dans l'après-midi, les averses orageuses devraient s'intensifier avec des rafales de vent qui pourraient aller jusqu'à 45 km à l'heure. Côté température, il fera tout de même 28 degrés le matin et jusqu'à 30 degrés dans l'après-midi. Et puis en ce dimanche, ce sera l'occasion de souhaiter une belle fête à toutes les Nolwenn. Ce sera également la journée internationale du baiser, cette marque de tendresse avec un record établi. 31h30, c'est le baiser le plus long de l'histoire jamais enregistré. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.